Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Alors c'est vraiment tout de suite sur Europe 1. Elisabeth Martichoux s'installe dans ce studio. Bonsoir Elisabeth Pascal. Martichoux. Quel bonheur de vous avoir dans ce studio. Que vous connaissez bien. Que vous connaissez bien, chère Elisabeth. Oui, Europe 1, oui. Europe 1, vous connaissez bien. Vous y avez travaillé pendant quelques années. Oui, plus d'une dizaine d'années. Oui, plus d'une dizaine Voilà. d'années. C'est un peu chez vous finalement. C'est un peu chez vous. On voulait vous recevoir parce que vous venez de sortir un livre avec Catherine Mangin qui s'appelle L'art de perdre en politique. 20 exemples à ne pas suivre quand on veut gagner. Alors je dois vous avouer qu'effectivement ce livre, je l'ai dévoré pendant les vacances. Alors, on va vous laisser vous installer, chère Elisabeth. Nous avons un problème de siège. Non, mais c'est bon, J'explique c'est bon, aux auditeurs d'Europe 1. Ça va bien se passer. Et alors, ce livre est absolument passionnant parce que Merci beaucoup. moi j'ai trouvé ça formidable parce que vous piochez à chaque fois effectivement une des personnalités, la personnalité qui vous intéresse. Vous réservez par exemple un chapitre. Je vais parler de lui parce que il a fait la une de l'actualité à François Bayrou. François Bayrou. Alors que pensez-vous peut-être, Elisabeth Martichoux, de ses premiers pas en politique, discours de politique générale mardi? Parce Tout que- dépend du DPG, comme on dit Oui. entre journalistes Oui. politiques. C'est son épreuve du feu, parce que pour Oui. l'instant, on peut pas dire que dans les sondages, il est un crédit particulièrement élevé, puisqu'il est plutôt sous Michel Barnier de ce point de vue-là. Non, tout dépend du discours de politique générale et plus encore du budget, parce que il ne tombera pas la semaine prochaine, vraisemblablement. Et en revanche, l'épreuve du budget qu'il attend quelques semaines plus tard, avec à nouveau une motion de censure, inévitablement, sera le véritable curseur de son avenir politique à Matignon. Il a le cuir dur. François Bayrou, vous le racontez dans votre Oui. livre. Enfin, c'est un homme qui Il a voulait perdu 3 Oui. fois à la présidentielle. Oui. Donc il sait ce que c'est que la défaite, mais il fait partie de ces hommes un peu à l'ancienne en politique, qui considèrent que c'est même pas une vocation, la politique. C'est qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre avec cette passion qu'on a chevillée au corps. Et il a cette phrase, il dit: est-ce qu'on demande à un peintre d'arrêter de peindre? Et c'est comme cela qu'il définit son engagement en politique. Il a perdu souvent. Il a une forme d'orgueil et une idée de lui-même qui n'est pas anecdotique, mais en politique, si on ne croit pas à son destin, on ne fait pas long feu. Et là, il arrive à une forme d'aboutissement quand même avec cette nomination à Matignon. On l'a beaucoup dit, et il espère bien sûr faire mieux que son prédécesseur. Ah oui, alors lui, c'était d'une violence. Michel Barnier, effectivement, ça a été exprès. Ça a été ce passage éphémère à Éphémère. Matignon. C'est un échec. Politique, Michel Barnier, c'est un oui. passage éphémère à Matignon. Bien Lui sûr. aussi, il a l'habitude des échecs, Michel Barnier. Oui, mais enfin, il n'avait pas concouru à une compétition aussi importante que la présidentielle. Il a essayé dans une primaire, alors que François Bayrou, il est dans le paysage. Il a une, je dirais, les Français ont une perception de lui un peu ambiguë ou un peu floue, parce que à la fois il est dans le paysage depuis des décennies, mais si vous voulez, les centristes, on ne sait pas très bien où ils sont. Le centrisme, c'est un peu mou dans le fond pour les Français. Les frontières politiques ne sont pas très très définies. Donc il doit faire avec cette image. Ça ne le gêne pas, vous l'avez remarqué, de s'entourer de poids lourds. Il l'avait même théorisé entre guillemets ou prévu avant même la constitution de son gouvernement, parce que ça le protège d'une certaine façon d'avoir des Retailleau, des Darmanin, des Valls autour de lui. Et il va tenter, effectivement, dans un discours qu'il peaufine jour après jour, lettré qu'il est, vous savez, il va tenter de déjouer les pronostics, parce que c'est quand même extraordinairement compliqué, sa situation. Tout le monde est coincé, en fait, sur tout l'échiquier. Et donc, on verra. Vous savez qui détient la clé de cette affaire? C'est Olivier Faure. Oui. Olivier Faure est l'homme qui fera ou défera Bayrou. Il en jouit d'ailleurs. Et on verra s'il décide ou pas de baisser le pouce. Mais encore une fois, je ne pense pas, je peux me tromper, on se trompe souvent. Hein. Mais je pense que ça ne se jouera pas la semaine prochaine.
Ah, vous pensez que ça ne se jouera pas la semaine prochaine? C'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure, je sais pas, Gabriel Cluzel, est-ce que vous en pensez? Est-ce que François Bayrou, joue très gros avec son discours de politique générale? Laurent Wauquiez qui est monté au créneau ce soir en commençant à poser ses conditions, en disant attention, s'il y a des hausses d'impôts, nous on va pas vous suivre. François Bayrou sera-t-il encore là la semaine prochaine? Oui, dit Elisabeth Martichoux, Gabriel Cluzel. Non, ce qui me frappe, c'est que c'est pas un Premier ministre qui a l'ambition d'agir, c'est un Premier ministre qui a l'ambition de tenir. C'était déjà le cas de François Bayrou, mais là, ça se confirme. Et il a tordu le bras d'Emmanuel Macron, maintenant on le sait, mais il peut pas tordre le bras des députés, c'est pas possible. Et pas plus qu'il ne peut tordre le bras des Français du reste pour voir remonter sa cote de popularité. Vous savez, on devrait avoir un capitaine qui fend les flots, et on a un type sur une planche à voile qui essaie de tenir debout tant qu'il peut. Donc ça, c'est vrai que c'est tout à fait marquant. Il a face à lui une tour de Babel, une auberge espagnole. Il doit ménager la chèvre et le chou. C'est vrai que on voit pas bien. Alors la semaine prochaine peut-être, mais on voit pas bien sur le long terme un gouvernement Bayrou qui arriverait à avoir une vision quand même. Ouais. Nathan Devers peut-être. Après on va parler des Le Pen, si vous le permettez, Elisabeth Martichoux. Nathan Devers. Oui, François Bayrou sera-t-il là le week-end prochain? Alors, je ne suis pas devin, et on verra, et je me risquerai pas à faire des paris, mais je crois aussi que le succès de François Bayrou est moins conditionné à la qualité de son discours et au sérieux du budget qu'il fera demain, que à la grandeur d'âme des forces politiques qui existent aujourd'hui à l'Assemblée. Et ce qu'on peut quand même constater, sans faire des prévisions, c'est que les différentes forces politiques n'ont pas tellement fait montre d'un souci exacerbé de l'intérêt général depuis les dernières élections législatives. Et puisque les deux partis aujourd'hui qui tiennent l'épée de Damoclès sur François Bayrou sont le Rassemblement national et le Parti socialiste, je pense qu'on peut dire vraiment dans un cas comme dans l'autre que ce sont deux partis qui ont fait passer des intérêts boutiquiers avant l'intérêt général. Le Rassemblement national, parce que Marine Le Pen, on l'a vu avec Michel Barnier, elle n'a fait qu'ajouter des lignes rouges aux lignes rouges pour pouvoir le faire tomber sur un prétexte, mais elle savait par avance qu'elle voulait le faire dans une logique un peu d'épreuve de force. Et dans le cas d'Olivier Faure, je ne l'ai pas beaucoup vu à la hauteur de l'idéal qui a inspiré la grande histoire du Parti socialiste. Il a été prêt à vendre l'honneur de son parti pour un plat de lentilles, en l'occurrence un gros plat de lentilles puisqu'il s'agissait de sa survie quand même politique en négociant un certain nombre de postes avec Jean-Luc Mélenchon, mais on l'a vu avec qui il est extrêmement sévère ce soir sur les réseaux sociaux, Olivier Faure. Oui, mais c'est pas la première fois. Il accuse Jean-Luc Mélenchon de faire Cavallini seul. Oui, mais là il fait ça tout le temps et il le fait toujours sur des sujets mineurs. Vous remarquerez qu'il accuse jamais Jean-Luc Mélenchon. Vous dites qu'il n'a pas de courage sur des sujets graves, mais tout le monde le dit. Il accuse jamais Jean-Luc Mélenchon sur des sujets graves. Comme l'antisémitisme, c'est pas ça les lignes de rupture. Les lignes de rupture, c'est des trucs de stratégie qui n'intéressent, vous parliez de journalistes politiques, qui n'intéressent que les stratégies politiques, si vous voulez, le côté politicienne, mais qui concerne pas l'idéal du socialisme. Et là-dessus, on l'a rarement vu être à la hauteur, mais peut-être nous surprendra-t-il demain. Ce qui l'arrangerait, Olivier Faure, dans le fond, c'est que ce soit, et d'ailleurs son tweet va un peu dans ce sens-là, que ce soit Mélenchon qui le vire. Il aimerait, parce que vous parliez de courage, mais il aimerait ne pas avoir à assumer lui-même la rupture. Donc voilà, il donne des petits coups de boutoir, mais vous avez tout à fait raison. Jusque-là, il n'a pas voulu, alors qu'il y avait des prétextes, quand je dis des prétextes, non, des raisons extrêmement importantes, de valeur, qui aurait dû lui permettre de rompre avec LFI. Il ne l'a pas fait. Et voilà, il essaye là de pousser un peu Jean-Luc Mélenchon à rompre. Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas né de la dernière pluie, hein. Il veut pas l'assumer non plus. Mais il est vrai qu'il a quand même bougé, entre guillemets, je rends de cette expression, il y a un bouger, mais c'est vrai qu'il a évolué dans son discours, il dit, il faut un budget, il a obtenu une négociation, c'est ce qu'il voulait, vous parliez de plat de lentilles, il lui faut un gros morceau de lard, plat de lentilles, pour ce qu'il appelle des concessions remarquables, pour pouvoir justifier auprès de son groupe parlementaire qui est plus proche de LFI que l'ensemble du PS, pour justifier la non-censure, mais encore une fois, mathématiquement, la semaine prochaine, il faudrait que le RN
vote la motion de censure, et Marine Le Pen a laissé entendre qu'elle ne voterait pas tout de suite. Il faut un petit peu de temps. Après tout, elle a fait tomber Michel Barnier. Elle se donne un peu d'air avant de le faire. Elle le fera de toute façon si la prochaine fois. Mais là, donc la semaine prochaine, encore une fois, vous devriez être encore avec François Bayrou, Premier ministre. C'est après que tout se joue, mais ça va aller trop vite. Et puis c'est le plus important, c'est d'avoir un budget. Les Français en ont besoin. Ça c'est sûr, il y a urgence. La France en a besoin. Mais comme les stratégies partisanes, pour l'instant, supplantent l'intérêt général, en effet, eh bien, on n'est pas à l'abri qu'un gouvernement Bayrou passe pas l'hiver, comme on dit. Vous savez, voilà. Est-ce qu'il va passer l'hiver? C'est vrai. Je sais pas. Non, mais déjà, il faut constater quelque chose, c'est que Marine Le Pen, c'était un peu un coup de poker sur Bayrou, pas sur Bayrou, pardon, sur Barnier, parce qu'on disait, oui, sa base électorale est pour le renverser, Barnier, mais finalement, ceux qui lui font un peu les yeux de Chimène, qui étaient plutôt des électeurs historiquement LR, mais qui aujourd'hui sont attirés par le RN, ça va les refroidir, parce qu'ils aiment bien la stabilité. Le fait est que dans les sondages, apparemment, le RN n'en a pas pâti, donc ça doit forcément lui donner envie, peut-être, de recommencer. Elle est moins frileuse de ce point de vue, puisque finalement, elle se rend compte qu'elle a son électorat derrière elle. Et puis, je crois qu'il faut se rendre compte de ce que pensent les Français. Il y a ce que disent les observateurs politiques, ce que disent les politiques. Il faut un esprit de responsabilité, il faut un budget. Mais moi, je suis pas convaincue que la plupart des Français se disent que ne pas renverser le gouvernement, c'est de l'intérêt général. Aujourd'hui, les Français se disent, finalement, on a renversé Barnier. Le soleil a continué à se lever, les salaires des fonctionnaires ont été payés. Enfin, si vous voulez, on promettait les 10 plaies d'Égypte et finalement, écoutez, la vie continue. Donc, je crois que ça va être compliqué de faire peur aux Français et donc aux députés qui ont été élus en leur disant, si vous votez pas, ça va être une catastrophe. Je pense que ce temps-là est terminé. Donc il va falloir que Bayrou joue sur autre chose. Je voudrais qu'on parle de Marine Le Pen un instant. Je ne sais pas, Elisabeth Martichoux, si vous avez lu cette interview confession de Marine Le Pen au JD News, voilà, qui est disponible en ligne dès ce soir et qui sera disponible en kiosque mercredi. Marine Le Pen qui connaît bien les échecs politiques, puisque c'est le thème de votre livre. Parce que dans le livre, c'est vrai qu'il y a plusieurs catégories de perdants. Il y a les bons perdants, les mauvais perdants. Elle fait partie des perdants victorieux, comme Jean-Luc Mélenchon, qui à chaque défaite, 3 déjà, la présidentielle. Mais à chaque fois, elle fait sa plotte et elle augmente son capital électoral. Donc ça lui sert de perdre. Oui, ça lui sert. Je pense qu'elle préfère avoir gagné. Mais en tout cas, elle ne pâtit pas de la défaite et au contraire, elle augmente encore une fois sa position politique. Donc c'est une perdante victorieuse. La question étant de savoir si elle peut un jour gagner. Tout le monde pense, comme il y a encore 6 mois, que c'est une chose absolument évidente. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà, il y a eu cet événement en tout cas assez particulier, puisque son père était un homme politique de premier plan. La mort de son père, elle est entre guillemets, évidemment, elle le dit dans cette interview et on le sait, perdre son père, c'est une épreuve humaine. Mais politiquement, il va falloir comprendre et observer comment ça joue sur l'avenir du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Et elle a des mots assez forts. D'abord, c'est la première fois qu'elle l'appelle papa. Elle l'a toujours appelé Jean-Marie Le Pen. Et elle dit dans cette interview qu'elle ne se pardonnera jamais l'exclusion de son père du parti en 2015. Elle explique en substance qu'elle n'avait pas le choix, mais qu'elle ne se le pardonnera jamais. Elisabeth Martichoux, c'est fort ça quand même. Oui, c'est très fort. Je pense que de toute façon, tout ce que fait Marine Le Pen, qui est leader de l'opposition, est politique. Donc, elle, dans cette interview, évidemment, il y a les 2 tiers qui sont consacrés à Mayotte, où elle n'a pas eu encore l'occasion d'en parler, puisqu'elle a appris la mort de son père dans l'avion de retour. Et il y a une dizaine de questions sur cette disparition de son père. Et elle dit cette phrase qui est assez forte. Alors, il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup d'électeurs du Rassemblement national qui ne le lui pardonnent pas non plus. L'exclusion de son père. Donc, elle humanise cette décision, qui était une décision dure. Elle n'a pas rompu avec le père, à proprement parler. Rompre avec un père en psychanalyse, la rupture, c'est tourner le dos complètement. Elle eut vraiment tué le père, entre guillemets, si elle était partie comme elle a imaginé le faire, d'ailleurs, elle en parle dans l'interview. Bien sûr. Est-ce que je quitte la politique ? Est-ce que je fais autre chose ? C'est ça en psychanalyse, tuer le père. Elle ne l'a pas tué, elle l'a écarté
pour transformer son parti, et elle l'a exclu, mais elle a repris l'héritage. Elle est l'héritière de son père, elle est l'héritière du Front National. Et donc là, elle explique qu'elle ne se l'est jamais pardonné. Je pense que c'est sincère de sa part, parce que c'est de toute façon, à l'égard d'un père, c'est un acte qui reste fort, même si, encore une fois, ça n'est pas exactement tuer le père comme on l'a dit. Mais elle dit qu'elle n'avait pas le choix, effectivement, que son père était incontrôlable et qu'il fallait prendre des décisions et que sa décision s'imposait. Nathan Devers. Oui, mais justement, en vous écoutant, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de compénétration de deux registres et ça met un peu mal à l'aise. Le registre personnel du deuil, et évidemment que quand on a de la pudeur et de la dignité, on ne peut pas se permettre de s'exprimer sur la souffrance d'une femme qui a perdu son père, et on peut le comprendre. Le registre politique. Et évidemment, dans les deux cas, et l'interview est passionnante pour ça, c'est qu'on voit bien que tout cela est absolument mélangé, et que à la culpabilité d'avoir perdu son père après une quinzaine d'années de relations un peu difficiles, s'ajoutent des jugements politiques. Et c'est en cela, je crois, que Marine Le Pen assume un héritage. C'est quand, parlant de son père, elle emploie le terme de provocation. Et qu'elle a même cette phrase incroyable où elle dit, mais finalement, il n'y a pas de vie politique digne de ce nom sans provocation. Alors, il est Son vrai père est allé très très loin quand même. Voilà, c'est précisément le sujet. Elle n'évoque pas les dizaines et les dizaines, enfin, une bonne vingtaine de condamnations. C'est pas, vous voyez ? Exactement. Or, c'est ça factuellement aussi. Ça n'est pas manquer de respect à Jean-Marie Le Pen que de rappeler cela. Évidemment, elle ne va pas le faire. Oui, justement, c'est ce que je voulais dire. C'est que, en effet, dans toute vie politique, il y a toujours des polémiques et donc ce qu'on pourrait appeler des provocations. Là, est-ce qu'on parle de ça ? Quand on parle de quelqu'un qui a commencé sa carrière politique en pratiquant, et il l'a reconnu encore cette semaine, il y a un article qui est sorti là-dessus qui met le terme définitif à cette question, des actes de torture, et en le revendiquant et en disant que c'était bien. Si, il l'a fait. Non, c'est faux. C'est faux. C'est absolument pas reconnu. Pardon, je vous ai entendu sur un autre média et je voulais vous répondre parce que Gabriel Cluzel. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que vous avez dit, Nathan, sur un autre média ? Parce que je vous le dis simplement parce qu'il faut rester quand même dans la mesure sur ces sujets qui sont extrêmement graves. Benjamin Stora lui-même, il y a un an, il a retiré ses propos après que pour lui, Jean-Marie Le Pen n'avait sans doute pas torturé. Il a retiré ses propos. Il a retiré ses propos par la suite, c'était sur France Culture, il a retiré ses propos par la suite. Jean-Marie Le Pen l'a reconnu dans un entretien à combat. Très affirmatif. Jean-Marie Le Pen l'a dit dans un entretien à combat en 1962. Après, en effet, il a dit nous avons torturé. Après, il a dit dans cette interview, je parlais pas de moi, je parlais de l'armée française. Pendant plusieurs décennies, il a dit que en effet, il ne le disait pas. Et là, d'ailleurs, cette semaine, mais il y a eu tellement de témoignages et de preuves accumulées les unes aux autres que quand Benjamin Stora a en effet dit cette phrase, il a fini par retirer ce qu'il avait dit en disant d'un point de vue historiographique, le nombre de preuves va dans le sens de cela. Et il y a eu un article qui est sorti cette semaine, un entretien posthume, où Jean-Marie Le Pen le dit. Il y a ça, il y a la réhabilitation de Vichy, il y a la réhabilitation de l'OAS. Ces trois sujets-là font un héritage dont qu'on ne peut pas réduire, je crois, au mot provocation. Pardon, mais je pense qu'il faut faire attention sur tous ces sujets-là. 1962, nous avons torturé en Algérie. L'interview de combat à Marseille, si ma mémoire est bonne. Avocat, non, mais il faut quand même être précis. Son avocat a témoigné, et vous les avez dû le voir, parce qu'il y a eu un reportage extrêmement intéressant sur CNews le soir de sa mort, son avocat dit, j'ai fait des recherches dans les archives, et j'ai vu que son régiment n'était pas à cet endroit-là. Donc c'est quand même pas inintéressant. Je crois que sur ces sujets-là, il faut y aller extrêmement prudemment. Bon, alors, on va être obligé de s'arrêter là, 20h30, malheureusement. On va dire un immense merci à Elisabeth Martichoux. C'était un plaisir d'être avec vous, Pascal. Ah bah oui, moi aussi c'est un plaisir. Vous revenez quand vous voulez. L'art de perdre en politique, 20 exemples à ne pas suivre quand on veut gagner. Franchement, je vous le recommande. C'est savoureux et ça dit plein de choses effectivement sur nos personnalités politiques. Merci infiniment Elisabeth Martichoux d'être venue dans le studio d'Europe 1. Il est 20h30. Europe 1.